Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre compréhension de l'équilibre derrière la courbe IS et on va intégrer notamment les politiques budgétaires. A tout de suite. Alors dans la précédente vidéo, on s'était intéressé à l'équilibre statique derrière la courbe IS, donc l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc on était parti de ce graphique et puis on avait regardé quelles étaient les forces qui nous ramenaient à cet équilibre lorsqu'on divergeait. Dans cette vidéo, on va plutôt se poser la question suivante. Est-ce qu'il n'existerait pas un moyen de changer l'équilibre? Pourquoi l'équilibre est ici? Pourquoi il ne serait pas ici ou ici? Est-ce qu'il n'existe pas un moyen, des variables ou des acteurs qui permettraient de modifier cet équilibre? Et la réponse est si on peut modifier cet équilibre. Alors, par quelles raisons? Donc, une des raisons principales, c'est via l'État. L'État, il peut faire ce qu'on appelle une politique budgétaire, c'est-à-dire qu'il va injecter ou retirer de l'argent dans l'économie et cette politique budgétaire va influencer le niveau d'équilibre du revenu dans l'économie et donc va venir ici modifier l'équilibre. Alors, l'État, il peut jouer sur quelles variables macroéconomiques? Je vous ai mis ici les principales variables macroéconomiques qu'on a abordées dans les précédentes vidéos. Et la première question à se poser, c'est sur quelles variables l'État peut-il agir? Donc, S, c'est l'épargne. Est-ce que l'État peut agir sur l'épargne? Non. C, c'est la consommation. On sait que dans la consommation, on a les impôts. Et donc, l'État peut influencer la consommation via l'impôt. Donc en fait, la première variable, c'est l'impôt qu'on retrouve ici. L'investissement, est-ce que l'État peut agir sur l'investissement? Ce n'est pas vraiment l'État qui peut jouer sur le taux d'intérêt. Rappelez-vous, l'investissement, on a une relation décroissante avec le taux d'intérêt, mais l'État ne peut pas influencer le taux d'intérêt. Donc l'investissement, non, l'État ne peut pas faire grand-chose. En revanche, l'État peut jouer sur l'investissement public, la dépense publique. Donc en fait, l'État peut jouer sur deux variables dans le modèle qui vont lui permettre de modifier l'équilibre du marché des biens et services. Alors jouer sur ces deux variables, c'est ce qu'on appelle faire une politique budgétaire. Et donc on va avoir une politique budgétaire expansionniste si jamais on relâche plus d'argent dans l'économie et une politique budgétaire restrictive si jamais on retire de l'argent. Donc en fait, l'État va avoir 4 cas qui vont lui permettre de modifier cet équilibre. Donc, étudions ensemble ces différents cas. Le premier cas, c'est si l'État décide d'augmenter la dépense publique. Donc, l'État va décider d'injecter de l'argent dans l'économie. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le comprendre, il faut se ramener à la définition de qu'est-ce que c'est que la demande globale. La demande globale, selon la théorie keynésienne, c'est égal à la somme des dépenses des agents économiques. Donc, la dépense globale qu'on va noter Z, c'est égal à quoi? La dépense des ménages, c'est-à-dire la consommation, plus la dépense des entreprises, c'est-à-dire l'investissement, plus la dépense de l'État, donc l'investissement public, c'est-à-dire la dépense publique grand G. Donc là, on a la relation de cette droite. Donc on constate que la dépense effective, elle, ne va pas varier. En revanche, cette droite ici, qui est modélisée par cette équation de dépense globale, elle va varier. Elle va varier parce qu'elle est égale à 3 composantes du modèle qui varient au cours du temps selon ce qu'on fait. Donc si on reprend notre cas, l'État, il augmente la dépense publique. S'il augmente la dépense publique, ça veut dire que ici, là on avait Z1, Z2, comme G augmente et que c'est des additions, Z2 sera forcément supérieur à Z1. Mais du coup, si Z2 est supérieur à Z1, ça veut dire que la droite ici, elle va monter. Et si cette droite, elle monte, ça veut dire que l'endroit où elle va croiser la dépense effective, cet endroit va changer. Et cet endroit change ici. Ça veut dire qu'on avait un équilibre
qui, avant la politique expansionniste budgétaire de l'État, se trouvait ici, et maintenant l'équilibre se trouve ici. Alors est-ce que c'est vrai tout ça? Quand on regarde le Y, le revenu, il augmente. Est-ce que c'est intuitif qu'il augmente? Bah oui, il augmente parce qu'il y a plus de dépenses du fait du relâchement dans l'économie de l'argent de l'État, qui doit prendre preneur, qui doit acheter des choses. Donc les entreprises vont devoir fournir beaucoup plus de biens pour satisfaire cette dépense publique. Et donc, ça a du sens que le Y augmente. Alors maintenant, la question c'est comment on pourrait, par exemple si on est l'État, comment on pourrait arriver à cet équilibre sans augmenter les dépenses publiques? Ben, l'État peut jouer également sur la variable d'imposition. Donc l'État souhaite qu'il y ait plus d'argent dans l'économie, mais il ne souhaite pas relâcher plus d'argent via la dépense publique. Comment il fait? Il baisse les impôts. En baissant les impôts, le cas 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va jouer sur la consommation. Si on a une baisse d'impôts, T diminue, C va augmenter. Si la consommation augmente, alors on se retrouve dans le cas où Z2 est supérieur à Z1 parce que la consommation augmente. Et donc si Z2 est supérieur à Z1, on aboutira au même équilibre, c'est-à-dire un équilibre qui est beaucoup plus haut. Et est-ce que ça a du sens? Bah oui, si les individus payent moins d'impôts, ils vont pouvoir consommer plus, et en consommant plus, les entreprises vont devoir produire plus, fournir plus de biens, et donc ça a du sens d'avoir ce Y qui est supérieur. Donc voilà, l'État, si jamais il veut relancer, mettre de l'argent dans l'économie, il a deux moyens. Dépenses publiques ou réduction de l'impôt. Maintenant, l'État pourrait décider de faire l'inverse. Et donc s'il faisait l'inverse, par exemple, il coupe sa dépense publique. On était dans un État qui injectait beaucoup d'argent, et puis au final, il décide de couper la dépense publique, de retirer l'argent qu'il met dans l'économie. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que Z3 sera inférieur à Z1. Parce que si G diminue, c'est toujours des sommes, ben forcément Z3 va être inférieur à Z1. Et si Z3 est inférieur à Z1, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la courbe diminue. Et si cette courbe diminue, l'équilibre qui était ici, en A, qui était passé en B, eh bien, il passera ici en C. Et on aura moins de revenus. Est-ce que c'est logique d'avoir moins de revenus? Bien évidemment. C'est logique parce que si jamais il y a moins d'argent dans l'économie, forcément, les entreprises vont réduire leur production pour éviter d'avoir des invendus. Et donc, s'il y a moins d'argent, il y a moins de production, moins de revenus. Ça a du sens. De la même façon, si l'État veut continuer d'injecter de l'argent sous forme de dépenses publiques, mais souhaite qu'il y ait moins d'argent dans l'économie, dans ce cas-là, il augmente les impôts. Qui dit plus d'impôts, dit moins de consommation des ménages, et donc dit moins de production, on aboutira au même équilibre. Alors après, ça dépend de l'intensité, évidemment. On peut se retrouver ici, on peut se retrouver ici. Ça va dépendre de l'intensité de la politique budgétaire. Mais déjà, on comprend que voilà, l'État, quand il donne, quand il fait des réformes, quand il fait des politiques économiques, derrière, c'est ces intuitions keynésiennes, ces intuitions qui vont jouer sur ces variables macroéconomiques qui nous affectent et qui, au global, affectent l'économie. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va mettre en perspective ce graphique avec le graphique, souvenez-vous de la première vidéo, où on avait la courbe IS. Parce que jusqu'à présent, on s'est un peu éloigné de cette courbe IS. Mais en fait, on va voir qu'il y a un lien entre ces deux graphiques. Et que derrière cette courbe IS, on a ce graphique. Donc on va regarder ça dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.